très bien. On a dit, si on parle de démocratie, finalement, parlons-en. Alors, de quoi va-t-on parler avant d'en venir à la reconstitution éventuelle d'une Europe qui fonctionnerait démocratiquement? Et donc, il faut féliciter, je trouve, organisateurs et intervenants d'avoir ouvert ainsi un peu la panoplie, y compris par la base. J'étais très intéressée par votre pardon de dire votre, je partenais votre nom, sur ce qu'on appelait à l'époque héroïque la démocratie sociale. Et j'appartiens à une génération pour laquelle, philosophiquement, dans nos études de philo, on se posait sérieusement, André hochait la tête, on posait sérieusement la question de la démocratie formelle, de la démocratie réelle, des libertés réelles et des libertés formelles. C'était un vrai débat qui a d'ailleurs largement été dominé le XIXe siècle, à beaucoup d'égards, avec le marxisme bien entendu, et pour lesquels beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens de gauche se sont interrogés très longuement. Comment concilier démocratie réelle et démocratie formelle? C'est une question qui n'a jamais été résolue. Ensuite, le grand fracas de l'histoire avec la chute de l'URSS a mis fin à tout questionnement et nous sommes retrouvés avec les avancées d'une Europe qui précisément ça a été rappelé justement, largement la créature des États-Unis, ce qui n'est pas quand même sans expliquer un peu son évolution. J'aurais une critique sur une partie de l'intervention de Max Erwan. J'ai beaucoup apprécié la fin, vous en doutez, l'appel à la fierté nationale française. Je pense que c'est quand même un point tout à fait intéressant et sur lequel il ne faut pas se méprendre. Il y a la mauvaise fierté nationale, mais il y a la bonne fierté nationale. Et je crois que étant donné ce qu'est l'Assemblée ici, je crois qu'on n'a pas besoin de trop développer ce point. Par contre, sur votre analyse de la démocratie allemande vue par Habermas, alors je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. D'ailleurs, il ne faut jamais se fier aux philosophes pour en faire... Il faut chercher directement un modèle politique. Non, mais ils sont tous trompés. Depuis Platon et la République, où on lit des choses absolument extravagantes, jusqu'à Jean-Paul Sartre, qui est un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui a beaucoup erré politiquement. Il ne faut jamais se fier aux philosophes, si je puis dire, c'est une ancienne philosophe qui vous dit, politiquement. Eh bien, Habermas ne manque pas de tomber dans le trou. Parce que cette histoire d'une démocratie allemande qui serait sans substance, finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça m'a rappelé une anecdote, je demande pardon à mon voisin, et qui je l'ai déjà raconté 2 fois. J'avais été invité en Allemagne en 2000, à une époque où c'était au moment de Schröder, tout ça. Il y avait beaucoup d'interrogations autour justement du modèle allemand démocratique, précisément. Et je me trouvais à côté du conseiller de Schröder. Et je lui fais la réflexion suivante, je lui dis c'est curieux, tous les Allemands s'expriment en anglais. Ils avaient convié des Anglais, des Français, de toutes sortes de gens. Et alors, à ce moment-là, il éclate un petit peu, il me dit, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté qu'il y a pour nous, quand vous faites des congrès, il me prenait pour une socialiste, c'est pas grave, quand vous faites des congrès, vous en appelez tout de suite à la Révolution française, nous ne pouvons pas, tout est barré. Et quand nous réunissons pour parler de notre avenir, le passé est totalement barré. Et il le disait pour des raisons évidentes, il le disait avec une force qui m'a beaucoup frappé. Alors Habermas, moi je crois qu'il est très surestimé comme Hannah Arendt. D'ailleurs, ce sont des gens qui disent des choses raisonnables, mais on ne peut pas dire que... comment dirais-je, on ne peut pas dire que ça aille très loin. Voyez plutôt du côté de Léo Strauss, si vous voulez comprendre, si je puis me permettre, le concept national allemand, qui explique très bien comment c'est le nihilisme allemand, c'est-à-dire la grande rancœur contre le fait que c'est la France et le Royaume-Uni, davantage l'Angleterre d'ailleurs pour lui, qui ont porté le modèle des Lumières, et que l'Allemagne, d'une certaine manière, malgré Goethe, s'est sentie exclue du portage historique du modèle des Lumières. D'où le nihilisme allemand, qui lui-même a nourri plus tard le nazisme. Je crois qu'il y a quand même une force dans cette analyse qui, si je puis me permettre, va au-delà quand même de celle d'Habermas, qui ne me paraît pas mener très haut. En tout cas, on ne peut pas fonder, je ne crois pas qu'on puisse fonder le renouveau de la démocratie allemande sur ce que vous dites en reprenant Habermas. Je crois que il manque le fond dont parlait justement ce conseiller de Schröder, qui m'avait tellement frappé par la vivacité et, si je puis dire, la force de son intervention et presque du chagrin historique qu'il portait. Voilà ce que je voulais dire sans être trop long.